Bonsoir et merci pour votre intérêt pour le sujet qui nous rassemble ce soir, le fast track. Et ce sujet, c'est une urgence pour les patients, ceux qui sont sans solution thérapeutique, ceux qui apprennent un jour que leur traitement ne fonctionne plus et que derrière, le seul espoir, c'est l'accès aux traitements innovants. Mais pour ça, il faut que tout soit accéléré pour la mise en place d'un essai clinique, autorisation, contrat, organisation des centres. C'est de cette accélération dont nous allons parler ce soir, avec une table ronde qui intervient quelques jours après l'annonce officielle par l'ANSM d'un dispositif fast track permettant de réduire à 14 jours la procédure d'autorisation et ce dès le premier trimestre 2026. Ça concerne la maladie rare, grave ou invalidante sans traitement approprié disponible pour un traitement first in class dont le mécanisme d'action est entièrement nouveau. Il y aura aussi la possibilité d'inclure des adolescents. Et cette annonce suivait de peu l'alliance du LEM, de l'INCa et des CLIP visant à accélérer l'inclusion des patients dans des essais cliniques de phase précoce 15 jours après obtention des autorisations. Une mesure qui intervient aussi concernant la France dans un contexte de compétition internationale, notamment en oncologie, de décrochage de l'Europe face à l'Asie. Je vous donne quelques chiffres. Les essais précoces en cancérologie sont réalisés en grosse majorité en Asie, 61%, puis en Amérique, 34%, l'Europe seulement 17%. Et puis derrière, au sein même de l'Europe, il y a l'Espagne, il y a l'Allemagne et la France derrière. Et puis il y a d'autres pays, Belgique, Danemark, qui disposent déjà d'un fast track. Alors avant la table ronde, on va préciser les contextes médicaux, économiques. Et pour débuter, je passe la parole au professeur Fabrice Barlesi. Vous êtes directeur général de Gustave Roussy, faut-il le rappeler, premier centre européen de lutte contre le cancer, pour évoquer à l'objectif 2030 les enjeux et perspectives. Fabrice Barlesi, c'est à vous. Merci Daniel et bonsoir à tous. Les enjeux en cancérologie, c'est d'avoir d'abord clairement à l'esprit que c'est une maladie qui nous concerne tous. On le sait, le nombre de cancers a doublé entre les années 90 et les années 2020. En France aujourd'hui, c'est un tout petit peu moins d'un demi-million de personnes qui sont diagnostiquées chaque année avec cette maladie. Et c'est 4 millions de personnes qui vivent avec le cancer après avoir été traitées ou alors qu'ils ou elles sont en cours de traitement. De près ou de loin, nous sommes donc tous concernés par la maladie. Heureusement, dans le même temps, entre les années 90, où on guérissait à peu près 50% des patients qui étaient diagnostiqués avec la maladie, et les années 2020, où ce chiffre a augmenté, environ 2/3 des patients sont guéris. Néanmoins, il nous reste le challenge de guérir 1/3 de patients supplémentaires pour arriver à guérir l'ensemble de ces patients. Comment y arriver ? Clairement, alors qu'on va discuter des essais précoces, ne pas oublier quand même que 40% des cancers peuvent être prévenus. 40% de ces cancers peuvent être évités en luttant contre le tabac, contre l'alcool, contre le surpoids et contre la sédentarité. Le diagnostic précoce est évidemment aussi un enjeu extrêmement important dans le diagnostic. Chaque jour qui est perdu ou chaque semaine qui est perdue compromet un peu plus la probabilité d'arriver à guérir les patients et c'est la raison pour laquelle au-delà du fast-track dans le cadre des essais cliniques, le fast-track dans le diagnostic est évidemment aussi extrêmement important. Une fois ce diagnostic obtenu, l'ensemble des stratégies thérapeutiques peuvent être mises en œuvre, mais pour une partie des patients qui est de plus en plus importante, soit dans le cadre de stratégies multimodales, soit dans le cadre de traitements médico-oncologiques exclusifs, cette stratégie thérapeutique va reposer sur des médicaments. Ces médicaments, aujourd'hui, on connaît les plus anciens, évidemment, la chimiothérapie, mais on a deux grandes révolutions qui ont changé le cours de la prise en charge des malades. C'est d'abord, suite au séquençage complet de l'ADN, la découverte des addictions oncogéniques et la mise en œuvre des thérapies ciblées pour les patients qui présentent une addiction oncogénique. Ainsi, une partie des maladies, et le cancer du poumon est probablement l'exemple le plus emblématique, est devenue en fait non pas une maladie, mais une association de maladies rares avec plus de 20 altérations moléculaires qui caractérisent cette maladie. Et puis la deuxième grande révolution, c'est évidemment dans les années 2010, celle de l'immunothérapie. Si les essais cliniques ont montré un bénéfice, ceci s'est traduit dans la population globale. Et les études en population montrent aujourd'hui qu'on a clairement changé le devenir de ces patients. Mais évidemment, il nous faut encore progresser. On ne peut pas progresser sans recherche. On ne peut pas progresser sans innovation.
Or, quel est aujourd'hui le seul chemin possible pour arriver à apporter à la majorité des malades de nouvelles stratégies thérapeutiques? C'est évidemment consolider notre recherche, c'est-à-dire bénéficier et continuer à former des chercheurs dans nos centres en France. C'est bien sûr leur donner les moyens de rester en France, voire pour certains de revenir. On voit aujourd'hui combien un certain nombre de chercheurs qui étaient aux États-Unis éprouvent l'envie de revenir en France pour continuer à travailler sur leurs travaux de recherche en France, dans de grands centres. Et puis c'est bien sûr la transformation des produits de la recherche en nouveaux médicaments. Et dans ce contexte-là, il y a une étape qui est indispensable, qui est celle des essais cliniques. Ces essais cliniques, c'est évidemment un accès à l'innovation pour une grande partie des malades. Pourquoi ? Aujourd'hui, on a un certain nombre de traitements qui sont des traitements standards, mais malheureusement, à un moment ou un autre, la maladie peut développer la capacité à résister à ces traitements standards. Et on sait qu'on a déjà des pistes en termes de recherche, voire des médicaments qui existent. Comment faire en sorte qu'un malade d'aujourd'hui bénéficie de ces stratégies thérapeutiques sans avoir à attendre l'ensemble des procédures et le remboursement qui, in fine, arrivera si le médicament démontre son intérêt. Et c'est donc tout ce champ des essais cliniques qui est une manière précoce d'accéder à l'innovation. Et là encore, peut-être même plus qu'au début du diagnostic, chaque jour, chaque semaine compte, et c'est la raison pour laquelle le fast-track dans le domaine des essais cliniques est si important pour l'accès à l'innovation pour nos malades. Merci beaucoup Fabrice Barlesi. Je passe la parole maintenant à Frédéric Lavie. On va faire un point avec vous sur l'attractivité de la recherche en France. Alors, l'attractivité de la recherche en France est un sujet majeur parce qu'elle part de deux constats. Le premier constat, et le professeur Barlesi l'a rappelé très bien, c'est que la recherche clinique, c'est très important. C'est très important à plusieurs titres, mais déjà en premier sur le front de l'excellence du système de soins et l'excellence aussi de l'industrie de santé en France. D'abord pour les patients, parce que ça permet aux patients d'avoir accès à 600 essais cliniques par an, donc autant d'innovations présumées pour changer un peu le cours de leur maladie, et donc énormément d'espoir pour eux. Ça permet également, et le professeur Barlesi le disait tout à l'heure, de faire monter en compétence les centres investigateurs, parce qu'ils ont la chance de pouvoir manipuler les traitements de demain, et donc ils se forment déjà à la médecine du futur. Et ça permet également de stimuler tout l'écosystème autour, d'augmenter en fait l'appétence des talents pour éventuellement envisager la production des médicaments du futur. Et c'est notamment important dans le cadre, par exemple, de la stratégie d'accélération dans la bioproduction, qui aujourd'hui est un élément majeur de la stratégie en France. Donc sur ce front-là, c'est très important. C'est également très important sur le front de la prospérité économique. Ça représente quand même 6 milliards qui sont investis chaque année dans la recherche clinique par les industries du médicament. 17% des salariés de l'industrie du médicament en France travaillent dans la recherche et le développement, dans la mise en place des essais cliniques. On a 430 entreprises partenaires qui travaillent également sur cette recherche clinique, ce qu'on appelle les CRO, qui sont des entreprises qui aident à la mise en place des essais cliniques, à la collecte des données, etc. Donc ça, c'est très important. Et puis, ça fait vivre aussi le tissu régional avec les IHU, les bioclusters, qui peuvent générer des partenariats en lien avec cette recherche clinique et avec l'investissement de l'industrie dans ces régions. Donc ça, c'est très important aussi. Et puis, il y a le front du rayonnement de la France, tout simplement. Parce que quand la France accueille énormément de recherche clinique, ça permet au sein de l'Europe, par exemple, de peser dans les recommandations qui sont sur le cancer, sur d'autres pathologies. Ça permet aussi aux investigateurs, aux professeurs qui accueillent des essais cliniques, d'avoir des publications, de parler dans les congrès internationaux, d'avoir plus de poids dans la mise en place des recommandations internationales. Et donc la France se positionne à ce moment-là pour essayer de guider finalement la prise en charge, les standards de prise en charge thérapeutique de tous les patients dans le monde. Et c'est évidemment très très bénéfique et ça attire les investisseurs. Et derrière, on a toute une floraison de start-up, de biotech qui peuvent en bénéficier parce qu'ils peuvent recevoir l'investissement de fonds d'investissement et qui vont donner de l'argent parce qu'ils ont confiance dans la qualité des scientifiques qui sont en France et qui produisent ces start-up et ces biotech. Donc vous voyez, pour toutes ces raisons-là, finalement, le premier constat, c'est que la recherche clinique, c'est très important. Le deuxième constat, c'est que la recherche clinique, elle est menacée.
Pourquoi ? Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez rappelé les chiffres, et nous, on le mesure chaque année parce que c'est très important pour nous de voir l'évolution de ces chiffres. L'Europe, en particulier, est passée vraiment loin derrière l'Asie et les États-Unis en termes de recherche clinique. Et c'est une dynamique qui va en s'aggravant, puisque la Chine et les États-Unis font de la santé et de la recherche un élément de stratégie géopolitique maintenant. Ça devient presque une arme, la santé. On s'en est rendu compte, enfin, c'était pas comme ça, c'était pas voulu, mais on s'en est rendu compte pendant la pandémie. Quand une économie est à l'arrêt à cause d'un virus, ça fait mal. Donc, c'est évidemment un enjeu majeur de stratégie et d'autonomie. Et nous, dans ce concert et dans ce contexte géopolitique, il va falloir qu'on se défende. Parce qu'en Europe, eh bien, on a de moins en moins d'accès à cette recherche clinique. Et la France, au sein de l'Europe, quand on se compare aux autres pays européens, on s'aperçoit que si on regarde l'oncologie, qui est notre fer de lance, parce qu'il y a eu des plans cancer, on s'est organisé, il y a d'éminents chercheurs, mais il y a aussi d'éminents chercheurs dans d'autres spécialités, mais qui rencontrent plus de difficultés logistiques pour mettre en place les essais cliniques. Si on regarde juste la cancéro, nous sommes 2e derrière l'Espagne. Et si nous regardons l'ensemble, nous sommes 3e grâce à la cancéro, parce que en fait, en définitive, nous sommes 5e dans beaucoup d'aires thérapeutiques. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut faire mieux. Et si on veut faire mieux, il faut regarder évidemment ce qui se fait de bien à côté, et en particulier l'Espagne qui est devant nous. Et ce qu'on peut constater quand on regarde la comparaison entre la France et l'Espagne, c'est que dans la mise en place des essais cliniques, la rapidité, la simplification, ils sont beaucoup plus forts que nous. Et donc, en fait, tout notre objectif, et c'est un peu ce qui est à l'origine de cette initiative entre le LEM et l'Institut Gustave Roussy, et qui a réuni tous les CLIP et l'INCa, c'est de se dire comment on peut faire pour finalement rattraper l'Espagne et faire en sorte que demain, la France reprenne sa position de leader en termes de recherche clinique, et notamment sur les phases précoces qui sont probablement les essais cliniques les plus stratégiques, puisqu'il s'agit là vraiment de traitements très innovants pour des patients qui n'ont pas d'alternative, donc qui n'ont pas d'espoir en dehors de ces essais cliniques. Et donc, on a regardé, et ça va être l'objet de la table ronde, tout ce qu'on pouvait faire et le faire le plus rapidement possible, en mettant autour de la table tous les acteurs. Parce que c'est aussi la complexité de la mise en place des essais cliniques, c'est qu'il y a beaucoup d'intervenants, beaucoup d'étapes, et que si une de ces étapes n'est pas capable de s'aligner avec les autres, eh bien, en fait, tous les efforts des autres sont un petit peu annulés. Et donc, il faut vraiment que tout le monde se mette d'accord pour aller le plus vite possible. Sinon, on est voué à l'échec. Et donc, c'est un petit peu ce qui va être discuté aujourd'hui. Merci beaucoup Frédéric Lavie, directeur scientifique du LEM. Alors avant de passer à la table ronde, on va maintenant entendre le témoignage d'une patiente. Elle s'appelle Suzanne. Elle était confrontée à une impasse thérapeutique. Restait pour elle l'espoir d'un traitement innovant. On écoute Suzanne. On me l'a proposé parce qu'on était quand même au bout du problème. Cet essai clinique aura la particularité d'évaluer 2 anticorps d'immunothérapie combinés pour le traitement d'une maladie qui s'appelle le myélome multiple, qui est une maladie hématologique. La réalité de cet essai est d'évaluer la tolérance et l'efficacité de la combinaison des 2 médicaments. Mon parcours, il date d'il y a 10 ans. Et j'ai atterri dans un premier temps dans un autre hôpital et dans un deuxième temps ici. J'étais arrivée à un point pratiquement de non-retour. Tout ce qu'on me faisait, ça marchait un certain temps, puis plus du tout. Donc on m'a proposé les nouveaux protocoles mis en place donc à Gustave Roussy. Et est-ce que je serais d'accord pour les essayer, pour faire avancer la médecine ? L'essai thérapeutique se passe en 3 grandes phases. La première phase est une phase d'évaluation qui s'appelle la phase de screening, où en fait est vérifié avec le patient un certain nombre de critères de traitement. La deuxième phase de traitement correspond à la phase de traitement en elle-même. Une fois que la phase de traitement est terminée, suit une phase de surveillance, qu'on appelle une phase de follow-up, de suivi. Un essai thérapeutique précoce se caractérise par les premières administrations du médicament chez la personne humaine, par la détermination du niveau de dose optimale de traitement qui va être recherché dans le cadre de l'essai thérapeutique. Donc c'est ce qui s'appelle la phase escalade de dose. On va proposer de donner le traitement à différents niveaux de dose jusqu'à trouver la meilleure dose. Donc c'est ça qui est évalué dans l'essai thérapeutique dans la phase la plus précoce. On a fait un premier protocole qui a très très bien marché,
Mais ça n'a duré qu'1 an et demi, 2 ans et j'ai rechuté encore plus fort. Et là, je suis au 2e protocole qui a marché encore mieux que le 1er et il y a beaucoup d'espoir avec ça. C'est quand même très encourageant d'avoir oui. la chute rapide et ensuite le maintien. Puis après, si on peut prédire aussi la durée du traitement optimale. Oui. Parce que pour l'instant, on ne sait pas encore dans ce protocole Oui. combien de temps il faut vous le donner. L'efficacité est au rendez-vous, il y a une réponse complète qui a été observée et en fait le traitement est extrêmement satisfaisant. Ce qui montre qu'il ne faut pas avoir trop d'idées préconçues en médecine et qu'il faut ne pas hésiter à évaluer des nouvelles stratégies de traitement. L'expérience fait que parfois on a des réponses très satisfaisantes comme c'est le cas pour cette patiente. C'est très très important de donner un sens à sa maladie également. Je suis parfaitement contente. Quoi qu'il arrive, je ne regrette rien. Alors vous avez entendu Suzanne, elle parlait de points de non-retour. On mesure bien donc l'urgence à laquelle est confronté le patient qui se trouve en impasse thérapeutique, l'espoir placé dans la recherche, que vient d'ailleurs conforter aussi son hématologue. Vous avez peut-être entendu, il a dit à un moment, il ne faut pas avoir d'idées préconçues, ça veut dire que tout est ouvert effectivement en médecine. Eh bien pour que Suzanne et les autres patients conservent l'espoir, donc ces différentes annonces d'autorisation à 14 jours, d'inclusion d'un premier patient en 15 jours, je crois qu'on peut dire raisonnablement aujourd'hui qu'il y a un bon alignement des planètes. On va donc maintenant, au cours de la table ronde, revenir sur les différents moyens d'accélération, ce qu'on peut imaginer en fait de la mise en place en pratique de ce fast track, avec Claude Coutier, qui est présidente du collectif Triplette Rose, elle est en visio avec nous, et puis autour de moi, le professeur Christophe Massard, qui est chef du département d'ITEP, c'est le département d'innovation thérapeutique des essais précoces à Gustave Roussy. Laetitia Gambotti, vous êtes responsable de l'accélération des process réglementaires et de l'accès au marché à l'Agence de l'innovation en santé. Et Thibaut Victor Michel, vous êtes président de la commission recherche et innovation du LEM, président de Novartis France. Alors Claude Coutier, c'est d'abord à vous que je m'adresse, car encore une fois, il ne faut pas oublier, c'est toujours l'objectif, que c'est le patient qui est au cœur, évidemment, et c'est pour vous que le fast track doit exister. Votre collectif Triplette Rose, alors c'est un nom issu du cancer triple négatif dont sont atteintes les patients, est né justement de ce besoin d'accès rapide, puisqu'il y a 4 ans, pour une molécule qui n'était pas disponible en France, vous vous êtes mobilisé en impasse thérapeutique, les malades ne peuvent pas attendre. Donc ces annonces d'un fast track qui va se mettre en place, comment vous les recevez? Qu'est-ce que vous espérez aujourd'hui, Claude? Claude, là, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas. Voilà, vous apparaissez. Ça y est. Oui, désolée, c'était coupé. Ouais. Vous avez entendu ma oui. question, Claude? Alors non, j'ai pas entendu votre question. Alors, je revenais sur ces différentes annonces concernant le fast track. Je rappelais que votre collectif Triplette Rose est né justement de cette urgence, puisque vous vous étiez mobilisé il y a 4 ans pour une molécule qui n'existait pas encore en France. Donc, vous avez entendu ces annonces. Comment vous les recevez? Qu'est-ce que ça suscite chez vous? Merci. Alors déjà, bonjour à tous. Et puis, merci pour votre invitation et pour avoir convié une association de patients à cette table ronde. En réponse déjà, tout simplement, la vidéo qu'on vient de voir illustre parfaitement bien l'enjeu d'un accès rapide aux innovations pour nous, les patients d'aujourd'hui, mais également pour tous les patients de demain. Comme vous le disiez très bien, pour notre association, qui est une jeune association, l'accès aux thérapies innovantes sans délai, c'est notre raison d'être, c'est notre priorité. Et c'est vrai qu'on est né là-dessus, sur un plaidoyer qu'on a porté pour faire arriver en France une molécule innovante qui existait aux États-Unis, mais qui n'était pas disponible ici, et qui permettait de doubler l'espérance de vie des triplettes en situation métastatique. Et au sein de notre association, en fait, on met en œuvre des actions concrètes pour faire avancer la recherche et on milite pour le droit d'en bénéficier. C'est d'ailleurs ce qu'on décline de façon très concrète. En fait, on fait des collectes de fonds et on soutient la recherche. D'ailleurs, bienvenue à la cérémonie du prix Triplette Rose le 31 janvier. Mais encore plus, en fait, pour revenir à ce que vous disiez, lorsqu'on est en situation métastatique, lorsqu'on a essayé plusieurs traitements et que la maladie continue à progresser, nous, ce qu'on veut, c'est le droit d'essayer.
L'enjeu, en fait, il est relativement simple pour tous les patients qui sont dans cette situation. On veut vivre bien, on veut vivre longtemps, même quand on est en situation métastatique. Alors, on ne demande pas le droit d'essayer de faire n'importe quoi, en fait. Avoir le droit d'essayer, c'est simplement obtenir un accès personnalisé, encadré et rapide aux thérapies innovantes. Donc, par rapport à ça, c'est vrai que le fast track est une réponse. Et forcément, lorsqu'on entend parler de fast track, pour répondre concrètement à votre question, on ne peut que saluer la démarche et la soutenir. Et cette phase pilote qui est proposée est absolument primordiale. Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, Monsieur Lavie, elle va nécessiter beaucoup de coordination et beaucoup de savoir travailler ensemble, mais elle est également très importante pour garantir l'attractivité de la France dans les phases précoces. Alors, en fait, d'un point de vue des patients, on est vraiment ravis de cette annonce, mais on est aussi là pour dire qu'il n'y a pas d'autre issue que d'en faire un succès pour garantir ensuite un accès généralisé au fast track et à toutes les catégories de ces cliniques. Nous sommes collectivement tous responsables de l'atteinte de cet objectif. Donc, je partage ce qui a été dit en introduction tout à l'heure. Et puis, finalement, c'est une chaîne qui est assez longue, hein. Ça commence tout simplement par un prérequis qui est de déposer des demandes de fast track le plus rapidement possible, jusqu'à l'inclusion d'un nombre significatif de patients. Et puis, il y a un autre point sur lequel on est hypersensible, c'est une équité d'accès sur tout le territoire. Donc oui, le fast track est une forte promesse d'espoir pour les patients confrontés à une maladie qui n'est plus maîtrisée par les traitements habituels. Et j'ai hâte d'entendre la suite en fait avec tous mes camarades qui sont sur le plateau. Merci beaucoup pour cette première prise de position, Claude Coutier. On a bien compris, il faut que ça marche. Vous êtes dans cet état d'esprit-là. Il faut que ça marche, bien évidemment. Je me tourne vers Laetitia Gombotti. Je disais, vous êtes responsable de l'accélération. On est vraiment dans ce process d'accélération, donc des process réglementaires et l'accès au marché. Alors, de l'Agence d'innovation en santé, souvent, on déplore les lenteurs, les lourdeurs des institutions. Je pense que la preuve en est aujourd'hui avec ces différentes annonces que l'engagement est bien là. Et puis, cet engagement, il va devoir passer par différentes étapes parce qu'il y a la phase, évidemment, qu'on a évoquée, autorisation, mais après, il y a d'autres phases. Il y a les contrats, il y a l'organisation, la mise en place pratique. Est-ce que vous avez déjà une idée de la façon dont ça va se mettre en place? Est-ce que vous vous êtes déjà préparé et de quelle façon? Merci. Alors déjà, je voulais replacer le fait que le sujet de l'accélération, de la mise à disposition des innovations aux patients et du renforcement de l'attractivité de la France en matière de recherche clinique était des enjeux majeurs qui sont travaillés au sein de l'AIS, mais avec l'ensemble des parties prenantes, dont certaines personnes qui sont sur ce plateau. Concernant le fast track plus précisément, c'était une des mesures prioritaires qui avaient été identifiées lors des workshops de recherche clinique qui ont réuni plus de 50 participants qui représentent le monde académique, le monde industriel, les ministères, les autorités, puisque comme vous l'avez dit, il s'agit là d'avoir un consensus et un alignement de l'ensemble des acteurs qui vont devoir travailler ensemble et collaborer pour pouvoir mettre en œuvre ce processus de fast track sur l'ensemble de la chaîne. Ce fast track, il a ensuite maturé dans un groupe de travail thématisé qui était piloté par l'ANSM et la CNRIPH, la Commission nationale des recherches impliquant la personne humaine, puisque on parle des autorisations ANSM qui aussi nécessitent les autorisations CPP. Donc il y a ces deux piliers pour ces autorisations d'essais cliniques. Et donc l'annonce de jeudi dernier faite lors des rencontres de phase précoce donc, a vraiment concrétisé ce travail de longue haleine, encore une fois avec l'ensemble des parties prenantes. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut s'en réjouir collectivement, puisqu'il est annoncé que la phase pilote va débuter dans le courant du premier trimestre 2026, donc c'est demain. Vous l'avez dit, il y a différentes étapes lors du process de la recherche clinique. Cette étape d'autorisation en est une première et je sais que Christophe Massard, à côté de moi, va développer la suite, mais il y a aussi cette étape de contractualisation, cette étape de préparation des centres et aussi des inclusions
et d'atteindre les objectifs d'inclusion qui sont nécessaires pour mener à bien l'ensemble de l'essai clinique. Et vraiment, je pense que là, on est à l'aube d'un fast track qui soit sur l'ensemble de la chaîne et qui va permettre, alors dans un cadre sécurisé, et je pense que c'est important de le rappeler, puisqu'on doit toujours garantir la sécurité, même si on accélère les processus, de mettre à disposition plus rapidement les innovations pour les patients, comme l'exprimait Claude. Vous qui êtes parfois accusé, justement, en tant qu'institution, d'être trop complexe, c'est vrai que l'institution est souvent complexe parce que vous êtes sous l'égide du Premier ministre, vous travaillez avec le ministère de la Recherche, de la Santé, de l'Économie. C'est ça qui crée de la complexité, mais les annonces là prouvent qu'effectivement, quand on veut accélérer, il y a moyen de le faire aussi. Vous arrivez à mettre en place quelque chose, vous allez arriver à mettre en place quelque chose qui va bénéficier à tous ces patients qui sont en impasse thérapeutique. Oui, effectivement, et encore une fois, c'est grâce aux réunions et aux travaux qui ont été menés, soit en coordination avec l'AIS, mais aussi qui ont été menés en parallèle par le LEM, les représentants des CLIP et l'INCa, évidemment, puisqu'on a aussi évoqué donc, la phase fast-track post-autorisation. Et justement, on se rend compte que quand on travaille tous ensemble, on peut simplifier, accélérer les choses. Et je pense que c'est vraiment un beau message. Donc vous allez travailler tous ensemble. Autre acteur, Christophe Massard, donc évidemment Gustave Roussy, évidemment les sites investigateurs qui sont des maillons clés. Cette accélération, je ne sais pas si vous pouvez déjà dire comment vous allez la mettre en place, mais on peut dire en revanche que vous vous y êtes préparé. C'est quelque chose que vous attendiez, donc en amont, il y a eu du travail aussi d'effectuer. Exactement. Donc cette annonce qui a été faite la semaine dernière, c'est une très bonne nouvelle pour l'ensemble de l'écosystème. En fait, si cette annonce a été faite la semaine dernière, c'est qu'on y a travaillé depuis plus de 9 mois. Donc c'est une lente gestation, mais qui a été très productive. Donc l'ensemble des acteurs, et je remercie en particulier l'AIS, qui a été moteur pour coordonner et aligner les personnes, l'ANSM, les CPV, les CLIP, sous la conduite de l'INCa, ont déjà commencé à travailler. Et donc avec un certain nombre de collègues sur l'ensemble du territoire français, les centres CLIP, donc, qui sont ces centres spécialisés en essais précoces, spécialisés en phase 1, il y en a partout sur le territoire français, donc ce n'est pas qu'à Paris, ont déjà fait un travail, on a déjà fait des pilotes. Donc c'est quoi un pilote? C'est qu'on durant cette année 2024-2025, on s'est déjà mis en capacité de pouvoir activer un essai en moins d'un mois, en parallèle de toutes les autorisations qui seront faites. C'est-à-dire que concrètement, on fait comme si, en fait, Exactement. Voilà. On fait un pari sur l'avenir, comme je pourrais reprendre les mots de Claude Coutier. L'idée, c'est d'accélérer pour les patients. Et donc, on fait un pari que tout le monde permettra de tenir les délais. Et donc, nous, en parallèle, en fait, on priorise, on clarifie nos priorités. Et en gros, on s'aligne pour discuter très précocement avec l'industriel, de pouvoir discuter très précocement les contrats, les procédures de l'essai pour être prêt dès que les autorisations vont être données. Et l'idée, c'est que dans les 15 jours qui suivent l'autorisation, les centres puissent être en capacité d'inclure les premiers patients. Donc l'idée, le secret, c'est prioriser ces essais, clarifier les procédures et se tenir prêt dès qu'on a pu commencer les discussions avec l'industriel. Comment ça se passe, ces discussions avec l'industriel, justement? Parce qu'il faut bénéficier de certains nombres d'informations. Vous avez déjà les informations en amont pour pouvoir avancer ensemble? Exactement. Donc, dans la plupart de ces protocoles d'essais précoces, qui sont assez complexes, on a un ensemble de documentation de procédures qui sont disponibles. Que souvent, l'essai peut être ouvert dans d'autres pays, en dehors de l'Europe ou en Europe. Et donc, l'idée, c'est vraiment, dans chacun de ces centres CLIP, il y a un responsable des CLIP. Donc moi, je suis le responsable du CLIP de Gustave Roussy. Le responsable puisse prioriser, dire à ses équipes, je veux que dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois, nous soyons prêts. Et l'expérience montre que c'est possible. Ce n'est pas une surcharge de travail, puisque c'est un travail qu'on aurait dû faire dans l'année qui allait à venir. Mais c'est de dire que cet essai, pour différentes raisons, il va être priorisé par rapport à d'autres essais et de se travailler tous ensemble d'une façon en parallèle et aussi d'une façon très transparente. Donc par exemple, régulièrement, il peut y avoir des questions qu'on a adressées à l'industriel, de pouvoir travailler avec les filiales françaises d'une façon très rapprochée, de pouvoir s'appeler, pouvoir répondre à différentes questions qu'on aurait, permettre d'accélérer toutes les procédures et permettre d'être prêt au moment où les autorisations seront délivrées.
Alors, on reviendra peut-être un peu plus en détail aussi parce que j'ai d'autres questions sur les différents moyens par lesquels vous allez passer. Je donne la parole à Thibaut Victor Michel. Alors, on a bien compris les enjeux pour les patients, évidemment, qui n'ont pas d'alternative. J'aimerais qu'on voit avec vous les enjeux pour la recherche et la recherche en France. On a rappelé les classements de la France qui n'étaient pas forcément les meilleurs. Qu'est-ce que ça envoie comme signal, ces différentes annonces à l'international, justement? Alors ça envoie un très très bon message comme vous le disiez, on parlait de classement de la France. Ce que je voulais faire, c'est peut-être replacer aussi cet enjeu-là dans l'enjeu de compétition internationale. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la recherche clinique, c'est un domaine qui est extrêmement compétitif. Pourquoi ? Parce que tous les pays ont compris et ont identifié cet enjeu de la recherche clinique comme une brique essentielle d'un système de santé très fort. Pourquoi ? Parce que ça permet de donner accès rapidement à l'innovation aux patients. Et puis, ça permet aussi d'avoir des centres d'excellence qui sont à la pointe de l'innovation, qui intègrent cette innovation et puis après qui diffusent l'innovation auprès des autres professionnels de santé et du reste du territoire. Donc pour les pays, c'est un vrai enjeu la recherche clinique pour avoir un écosystème de santé fort. Et du coup, il y a une vraie compétition entre le pays pour attirer les essais sur le territoire. C'est pour ça que ce travail qu'on fait là, cette coopération qu'on fait là entre tous les acteurs, publics, privés, académiques, industriels, elle est vraiment très très importante parce qu'on doit tous se mettre autour de la table pour faire de la France une terre de recherche clinique. Voilà. Alors après, si j'élabore un petit peu cette compétition entre pays, traditionnellement, elle se faisait sur ce que j'appelle le couple qualité-rapidité. Voilà. Les industriels qui font des essais internationaux dans tous les pays, ils choisissent les sites investigateurs prioritairement en fonction de ce critère-là. Premièrement, qualité, sécurité, ça a été évoqué, c'est le premier critère. Mais le critère de rapidité est aussi extrêmement important parce que les patients doivent avoir accès rapidement à l'innovation. Parce que aussi, un essai clinique long, c'est un essai clinique coûteux. Donc plus on va vite, moins c'est coûteux. Et puis qu'il y a une durée de brevet de molécules aussi qui court pendant tout le temps des essais. Donc c'est important d'aller vite hein. Et on voit des pays qui sont vraiment très fortement mobilisés sur ce sujet-là, comme l'Espagne. Ils ont vraiment optimisé la logistique et du coup ils vont très vite et ils sont en quelques années, ils sont passés premiers en Europe. Alors, je vous arrête 2 secondes parce que j'aimerais bien comprendre justement aussi toujours l'Espagne comme étant le pays premier en Europe. Vous dites qu'ils ont fluidifié leur logistique. Par quoi ils sont passés concrètement? Qu'est-ce qui a fait que ce qu'ils ont été capables de faire, peut-être de lever des freins, la France ne l'a pas fait et pour quelles raisons? Je pense qu'il y a, comme on disait, l'aspect sécurité et réglementation est assez important et il y a un certain nombre d'étapes qu'il faut faire entre le moment où on démarre un essai et le moment où on inclut le premier patient. Et plus ces étapes sont longues, compliquées, demandent des temps d'approbation avec différentes instances, moins le pays est compétitif par rapport à un pays qui a fait un travail de simplification, d'aller vraiment à l'essentiel et d'avoir rétréci ce temps entre la signature du contrat et l'inclusion du premier patient. Et l'Espagne, ils ont fait ce travail-là de manière très efficace. Les centres ont travaillé avec les autorités pour vraiment fluidifier et accélérer ces temps de démarrage des essais. Et aujourd'hui, ils sont significativement plus rapides que nous en France et ça fait la différence. Et ces étapes, peut-être vous pouvez en dire un mot aussi, Laetitia Gombotti et Christophe Massard. Voilà, ça revient toujours quand même un petit peu que la France, il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup de process, c'est trop lourd, c'est plus long que chez les autres. Est-ce que maintenant, avec ces annonces, on peut dire qu'on est dans une dynamique où on va peut-être justement favoriser cette accélération, peut-être en levant certains freins et qu'on n'aurait pas fait avant. Alors je ne sais pas pourquoi, mais qu'on est prêt à faire maintenant peut-être, Laetitia Gombotti et Christophe Massard. Oui, juste pour commencer, effectivement, je pense qu'on est vraiment dans une dynamique. Alors il y avait déjà des bribes, mais ce n'est pas le terme, mais des sujets qui étaient traités peut-être de manière un peu individuelle. Et là, on se retrouve avec justement toute la chaîne et toutes les étapes qui évoluent. Vous avez parlé de l'organisation des centres.
et de la contractualisation. Bon, il y a eu aussi des travaux qui ont été menés ces années précédentes par le ministère de la Santé pour la Convention unique industrielle, qui aussi sont allés dans le sens de la simplification administrative, puisque justement ce terme administratif est souvent utilisé. Là, je pense que voilà, Christophe va parler de l'organisation plus auprès du patient dans les centres CLIP, qui a aussi son importance. Donc c'est vraiment cette cohésion entre tous les acteurs qui simplifie et qui accélère. Donc, Christophe oui, Massard, exactement, ouais. je pense que ces annonces sont très importantes pour nous, investigateurs de phase 1. Elles vont nous permettre de rentrer dans la compétition avec des pays comme l'Espagne. Et puis il y a quelque chose en France, on est très très bon pour dire ce qu'on ne sait pas faire, mais on est très très mauvais pour dire ce qu'on fait, on fait très bien. Donc typiquement Donc il y a l'Espagne... aussi un problème de communication. Qui est un problème de communication. Par exemple, l'Espagne n'a pas d'INCa, d'Institut national du cancer. L'Espagne n'a pas de centre CLIP. Donc ça, c'est une force. Donc savoir travailler sur nos forces, savoir communiquer, et puis savoir donner un message plus clair, clarifier nos priorités. Donc les choses sont complexes. À nous d'expliquer cette complexité et de simplifier ce qu'on peut simplifier. Et aujourd'hui, on est vraiment sur une bonne dynamique, et qui, encore une fois, qui n'est pas apparue du jour au lendemain. C'est un long travail. Mais aujourd'hui, on est vraiment dans les étapes de réalisation. Et donc, on est très content de ces annonces. Et puis il y a aussi... Oui, je vous en voulais prie. vraiment insister là-dessus parce que je pense qu'il y a vraiment une bonne dynamique. Et on est passé d'un mode un peu incantatoire en disant qu'il faut qu'on fasse mieux en France, à un mode où les acteurs se mettent autour de la table, et l'AIS aide beaucoup pour ça. Et on prend un sujet après l'autre, concret, et puis on fait bouger les lignes. Plutôt que d'essayer de dire il faut être plus rapide, etc., on se dit OK, les échantillons, les autorisations d'exportation des échantillons, OK, on traite. La convention UNIT, OK, on y va, on traite. OK, on a besoin d'un fast track, OK, on y va. Et je pense que c'est comme ça, pierre après pierre, en résolvant tous ensemble les problèmes, qu'on va construire cet écosystème compétitif. Il y aura une somme d'étapes comme ça, Ouais. et qui, à l'arrivée... Et je crois qu'en prenant les problèmes les uns après les autres, Ouais. et en travaillant ensemble pour les résoudre de manière concrète, plutôt que de faire des grands discours, je pense que c'est vraiment la bonne approche. Mais on peut aussi apprendre des autres pays. Vous avez cité l'Espagne et sa fluidité logistique. Pourquoi l'Allemagne aussi se trouve devant? Est-ce que c'est son poids économique qu'elle met sur la table avec des négociations pour obtenir de meilleurs prix? Est-ce que c'est ça qui joue, par exemple, du côté allemand? L'Allemagne, c'est un exemple extrêmement intéressant parce qu'avec l'Espagne et l'Allemagne, qui sont les deux pays qui sont devant nous, on a deux exemples un peu différents de création d'une dynamique de la recherche clinique. Comme je le disais, l'Espagne est très sur la logistique, la rapidité d'exécution. L'Allemagne, eux, ils ont pris une autre approche qui est de se dire on va créer des conditions attractives pour l'accès au marché en aval des essais cliniques. C'est-à-dire qu'ils disent aux industriels, si vous faites X% de vos patients, de votre essai en Allemagne, vous allez avoir un premium de prix en aval au moment des négociations avec les autorités. Et comme l'Allemagne est un pays important, avec des prix élevés en Europe, ce driver, je dirais, cette incitation à travers le prix des médicaments, au final, est une incitation extrêmement forte pour les industriels. Et je pense que ce couple qualité-rapidité, qui était, je dirais, la mère de la compétition jusqu'à présent, va évoluer et va se rajouter cet enjeu de compétition sur l'accès au marché ou incitation à l'accès au marché, qui va aussi être un driver important pour les industriels pour décider des pays où faire des essais cliniques, et sur laquelle je pense qu'il faut aussi qu'on commence à réfléchir en France. Claude Coutier, vous avez évoqué tout à l'heure le fait qu'évidemment, il fallait que ce fast-track intervienne dans un esprit de sécurité identique. C'est un élément extrêmement important pour vous, j'imagine. Et après, on reviendra aussi, évidemment, sur la question de sécurité côté médical. Mais pour le patient, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas transiger, évidemment. Non, bien évidemment. Enfin, on est sorti déjà quand même, heureusement, de cette idée qu'on était des cobayes. On n'est pas des cobayes, et heureusement aujourd'hui, toutes les mesures sont prises pour que la sécurité maximum pour les patients soit observée. Et je pense que par rapport à ce qui a été dit aujourd'hui, par rapport aux réflexions qui ont été faites, il y a des axes d'amélioration du processus d'autorisation d'accès au démarrage de ces essais qui ont été mis en place et qui garantissent la sécurité de bout en bout. C'est pas une option, la sécurité pour les patients. Christophe Massard, c'est pas parce qu'on va mettre en place un essai plus rapidement qu'on va évidemment négliger les facteurs de sécurité. Les patients qui auront accès à ces essais seront autant en sécurité que les autres. Absolument. Après, pendant longtemps, on a voulu opposer rapidité et sécurité. En fait, non, on peut faire les deux.
Donc ça, c'est une question de communication. Et en gros, de priorité. C'est pas parce qu'on a priorisé un essai qu'on est allé plus vite que la structure. Et aujourd'hui, en France, on est un des pays probablement les mieux structurés pour faire de la recherche clinique, en particulier précoce. Les centres sont les mêmes, les personnes sont les mêmes, les médecins sont les mêmes. Pour eux et pour les patients, c'est juste aller plus vite. Et donc, ça ne met pas du tout en cause la sécurité. Ils seront suivis de la même façon. Et je voudrais peut-être même, d'un point de vue un peu provocateur, ça probablement augmentera à la fois notre expertise, le nombre d'essais, et donc probablement la capacité des centres à faire plus d'essais encore plus sûrs. Ça va concerner combien d'essais à peu près, vous le savez déjà? Ce qu'on considère, alors, la division des first in class est assez claire, c'est probablement une grosse dizaine d'essais en France. Et par contre, si on étend à ce qu'on appelle les first in human, c'est probablement une grosse quarantaine d'essais. Donc à Gustave-Roussy, par exemple, on met en place 60 nouveaux essais de phase 1 par an. Et en gros, une grosse vingtaine sont ce qu'on appelle des first in human, first in class. Donc c'est quelque chose de totalement possible. Et moi, pour convaincre mes équipes, ça a été très simple. Ce n'est pas des nouveaux essais, c'est des essais qu'on va faire plus vite. Et certains essais, pour différentes raisons, n'ont pas besoin d'être mis en place aussi vite. Donc à la fois priorisation, clarté de la stratégie, et ensuite travailler d'une façon très étroite avec nos partenaires, en particulier les filiales françaises, qui sont engagés avec nous, pour pouvoir très précocement en fait, identifier des essais où on n'ira pas au fast track. Il y a des essais qui sont tellement compliqués. En fait, ce n'est pas des bons essais pour les fast track. À l'inverse, c'est des essais qui sont typiquement des fast track. Accélérons. Laetitia Gobotti, on revient sur les différentes étapes aussi. Il y a le passage aussi par les CPP, les comités de protection des personnes. Je crois qu'il y en a 39 en France. Ça peut être vu par certains aussi comme quelque chose qui peut ralentir aussi, parce qu'il faut réunir, il faut préciser que les personnes sont des volontaires qui composent ces CPP, donc il faut réunir, il faut préparer. On a vu pendant la crise Covid que tout ça avait pu se mettre en place très rapidement, mais on n'est pas en crise tous les jours quand même, et c'est une bonne chose, sauf si certains aspects, il y a eu des accélérations qui ne se sont pas poursuivies, vous ne direz pas le contraire, Christophe Massard, qui ne se sont pas poursuivies après, mais est-ce qu'il y aurait moyen de... Là aussi, travailler en amont avec les CPP, de préparer un petit peu pour être sûr d'être efficace au bon moment? Alors, juste pour rappel, quand on parle de fast-track autorisation, il s'agit d'une autorisation ANSM et CPP. Donc, évidemment, en tout cas dans la communication qui a été faite sur l'aspect autorisation, ça a été fait avec le ministère de la Santé, la CNRIPH, donc je vous disais, la Commission nationale des recherches impliquant la personne humaine, et la CNCP, qui sont représentants des CPP, et donc qui vont mettre en place toute l'organisation qui va permettre d'avoir ce fast-track en 14 jours comme annoncé. Après, par ailleurs, actuellement, les CPP ont une organisation et leur délai de réponse est inclus dans les délais réglementaires européens, donc ne ralentissent pas. Et je rappelle quand même, ils sont là pour donner l'avis éthique qui est d'une importance majeure quand il s'agit de mettre à disposition une innovation. Donc, c'est la même organisation ça nécessite aussi une organisation. Il y a déjà une organisation qui fonctionne avec des CPP qui se réunissent de manière très régulière. Là, il va y avoir une nouvelle organisation sur la partie fast-track, mais je pense qu'on ne peut pas considérer que l'évaluation éthique soit un facteur de ralentissement de l'autorisation. Mais est-ce qu'on pourrait, par exemple, flécher certains CPP qui seraient volontaires en amont des procédures? Alors ça, ce sont des discussions qui ont déjà été un peu élaborées, et notamment ça a été évoqué lors des rencontres de phase précoce par le président de la CNRIPH. L'organisation se met en place justement pour identifier quels CPP vont participer à cette phase pilote en termes d'autorisation. Claude Coutier, vous avez évoqué tout à l'heure aussi les disparités régionales. Est-ce que ça signifie que parmi les membres de votre association, par exemple, des patientes ont plus de difficultés pour avoir accès à des essais? Et est-ce que vous craignez que la mise en place d'un fast-track, ça pourrait aussi, par exemple, ne se passer que dans les grands centres? Christophe Massard va dire non, pas du tout, il y en aura d'autres en place. Mais vous avez évoqué ce problème de disparité régionale. C'est quelque chose que les patients de votre association vous font remonter aussi? C'est vraiment un sujet qu'on a adressé sur l'accès à l'innovation via les essais cliniques, sur le fait que
finalement, c'est une information qui est difficilement diffusée dans tout le territoire et que il est difficile, même dans certains centres qui ne sont pas des centres investigateurs, de connaître exactement la liste des essais qui seraient potentiellement intéressants pour chaque patiente. De la même façon, il faut que cette information elle soit à la disposition des patientes pour qu'elles se renseignent et qu'elles puissent en discuter avec leurs oncologues. C'est une action qu'on a menée, une étude qu'on a menée au sein du collectif qui nous a conduit à travailler avec la start-up Clinéo pour créer une plateforme nationale des essais cliniques accessible à tous et surtout accessible aux patients, accessible aux médecins et qui partent de l'histoire médicale des patients. Ça, c'était super important pour nous. Et là aussi, on était dans la rapidité puisque quand on avait discuté avec cette start-up, on avait dit, voilà, l'enjeu est le suivant. Il faudrait qu'en 4 clics, lors d'une RCP, on puisse trouver, en rentrant l'histoire médicale d'une patiente, un essai clinique qui peut lui correspondre. Et cette recherche-là, elle fait partie du processus de rapidité et elle fait partie du processus de rapidité des inclusions. Donc, on a bien souligné tout à l'heure que le process d'inclusion, c'est quelque chose de super important. Et dans l'efficacité de cette rapidité d'inclusion, il y a une diffusion de l'information sur tout le territoire national à tous les oncologues qui ont des patientes, donc tout le territoire national, et également aux patients qui sont intéressés par ces informations, dans une dimension vulgarisée pour les patients. Oui, c'est primordial. Thibaut, Victor, Michel, et puis je voudrais bien la réaction de Christophe Massard aussi après. Quelque chose en disant revenir à cet enjeu de rapidité. Comme je le disais, les essais sont compétitifs, c'est-à-dire que les différents centres académiques pour un essai donné sont en compétition et les premiers qui incluent des patients passent avant les autres. Et donc, plus on est rapide, plus potentiellement il y aura de patients inclus en France. Et donc, plus on aura accès sur le territoire à l'innovation. Donc là encore, on y revient. Cet enjeu de rapidité, il va dans le sens de ce que disait Claude Coutier, c'est-à-dire d'élargir l'accès potentiellement à des patients français, à des espoirs d'innovation dans les essais. Christophe Massard, il y a des disparités régionales et est-ce qu'il pourrait y en avoir aussi dans ce dispositif Fast Track ? Je pense qu'il y a 3 éléments de réponse. Le premier, le réseau CLIP. Encore une fois, je pense qu'on sous-estime complètement en fait, la particularité qu'a la France d'avoir ce réseau de centres qui ont été soutenus par l'INCa, donc le gouvernement, pour faire des phases 1. Ça n'existe pas dans les autres pays, qui couvrent tout le territoire. Après, deuxième point, ce que dit Claude Coutier, c'est les associations. Je pense que les choses ne vont pas assez vite et on a besoin d'associations comme les triplettes pour accélérer les choses et pour que les patients se réapproprient en fait, cette thématique. Et donc c'est assez récent, mais je pense que c'est majeur. Et en gros, les triplettes ont vraiment ont été pionnières et je pense qu'il y a d'autres associations qui vont s'approprier cette thématique de l'accès à l'innovation des essais thérapeutiques. Vous avez besoin de cette pression des associations. Oui, ça oui, j'en doute pour pas. Aller plus vite. Mais... Et troisièmement, et c'est quelque chose que je discute régulièrement avec mon directeur Fabrice Barlési, je pense que le second avis, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, on fait de l'information, on fait des webinaires, il faut dédramatiser, démocratiser le second avis. Les patients ont droit à un second avis. Et je pense qu'il faut que ça devienne culturel. Que vous avez un cancer, vous êtes suivi, même à Gustave Roussy, vous avez le droit de demander un second avis, où que vous vouliez. Ça doit être un droit. Et souvent, on est assez choqués de voir des patients qui n'ont pas accès à leur dossier médical, qui n'ont pas les 2 éléments de leur dossier médical, à qui on dit non, je vais m'occuper de vous. Non, en fait, c'est un droit. Et je pense que de plus en plus, le second avis va être la porte d'entrée pour l'accès aux essais cliniques. Même à Gustave Roussy, avez-vous dit. Claude Coutier, vous vouliez réagir ? Ah mais oui, mais complètement. Enfin, je veux dire, il faut arrêter de croire qu'une patiente qui demande un second avis remet en cause l'expertise de son oncologue. C'est une partage d'informations. Vous êtes des scientifiques et vous aimez partager, discuter. Eh bien, ça, c'est une ouverture à s'enrichir aussi pour vous, oncologues, quand vous acceptez que votre patiente aille demander un second avis ailleurs. On défend cette position avec le réseau Femnet, qui est un réseau d'excellence clinique pour les cancers féminins de mauvais pronostic. C'est d'avoir recours à des RCP d'expertise. C'est primordial, notamment quand on est face à des cancers rares ou des difficultés thérapeutiques particulières. Le second avis, c'est primordial. L'accès à l'information, c'est primordial. Et du coup, je voulais quand même rajouter quelque chose, parce que là, on parle beaucoup de ce dispositif de Fast Track qui a été discuté finalement entre les institutions, les scientifiques et puis l'industrie pharmaceutique. Mais n'oubliez
n'oubliez pas les patientes. Je pense qu'on a notre rôle à jouer. On est un acteur de l'accélération et du dispositif de Fast Track, donc ne nous oubliez pas. Je pense notamment dans les phases d'inclusion, dans les phases de vulgarisation de l'information, puisqu'on apporte beaucoup d'actions de vulgarisation pour que ça arrive auprès des premières personnes intéressées, et vraiment dans la facilitation de la communication sur les inclusions. Ne nous oubliez pas. Pardon, j'entends bien ce que vous dites. Vous vous êtes senti exclu de ces phases de discussion concernant le Fast Track ? Alors, moi, je suis ravie du résultat. On n'y était pas dans les phases de discussion. Donc, voilà. Mais après, je suis ravie du résultat. Ça va dans le bon sens. Et pour nous, c'est une façon de répondre à cet accès rapide aux thérapies innovantes quand on est en impasse thérapeutique. Donc, c'est magnifique. Je ne vais pas aller au-delà de ça. Je dis juste que peut-être qu'ensemble, avec les associations de patients, on peut encore faire plus, on peut encore faire mieux et peut-être faire la différence par rapport à la concurrence des autres pays. Pourquoi pas ? Laetitia Gambotti, vous vouliez réagir ? Oui, non, je voulais réagir sur ce qu'a mentionné Claude, sur les inégalités territoriales, l'identification des patientes et des patients. Et là aussi, je pense qu'on a des choses qui vont arriver avec tout ce qui est innovation numérique. Clino a été mentionné. Et là aussi, on est dans un tournant, finalement, avec des nouveaux outils de type IA qui vont permettre d'identifier des patients et des patients au sein des entrepôts de données de santé des établissements. Et là aussi, ça va contribuer à réduire les inégalités en pré-identifiant les personnes qui pourraient accéder à l'essai et aussi accélérer le recrutement pour arriver au nombre d'inclus attendus plus rapidement. Comment ça fonctionnerait pratiquement ? Il y a des recherches sur certains types Par rapport aux critères d'inclusion et de non-inclusion, ça peut tourner sur des bases de données, alors sans l'identification initialement de la personne nominative, mais en tout cas, on peut voir combien de personnes pourraient accéder à l'essai. C'est les études de faisabilité, mais qui se font normalement à la main, mais qui vont être faites de plus en plus avec des outils numériques. Donc des personnes qui seraient éventuellement, non pas perdues de vue, mais qui pourraient entrer dans ce cadre et qu'on n'aurait pas identifié initialement, qui là entreraient effectivement à qui on pourrait proposer, en tout cas, de participer à l'essai. Oui. Christophe Massard ? Non, je pense que c'est une première étape, comme dit Claude Coutier. D'autant plus, on aura besoin des associations de patients pour démocratiser, dédramatiser à la fois le fast track, comme on a dit, c'est pas parce qu'il y a un fast track qu'il y a moins de sécurité, et aussi les essais cliniques. En fait, ça reste encore je ne vais pas dire un tabou, mais ça reste pas si simple. Et donc une façon, encore une fois, je suis persuadé que le second avis est un très très bon outil disponible en France, d'une façon assez simple, qui permet d'ouvrir cette discussion. Et puis même si les patients font confiance à l'oncologue, c'est toujours très très rassurant, alors à la fois pour le patient, parfois aussi pour l'oncologue, d'avoir un deuxième avis qui conforte la prise en charge. Comment ça va se passer la phase pilote, puisqu'on va d'abord commencer par une phase pilote ? Quelqu'un peut me dire Je pense que la phase pilote, alors, pour moi, elle a déjà commencé, parce qu'on a déjà commencé, nous, à faire des fast-track anticipés. Voilà, ce que vous faisiez en amont, on pouvait un peu le considérer comme une phase pilote. On l'a fait à Gustave Roussy, puis dans d'autres centres CLIP en France, où on s'est mis en ordre de marche pour pouvoir donner l'ensemble des accords internes, entre guillemets, aux hôpitaux, d'une façon, on va dire, transparente, entre guillemets. C'est qu'en gros, on nous soumet un protocole et on se dit, dans un mois, on sera prêt. On sait que peut-être que vous ne serez pas prêt dans un mois, mais nous, on va être prêt. Et donc, dès que vous aurez des autorisations, on met en place. Donc, on s'entraîne, entre guillemets. Et puis, je pense qu'il y aura un grand enjeu d'identifier ces protocoles. Donc, ça nécessitera, mais on fait déjà avec l'industriel, d'identifier des protocoles qui rentrent dans les caractéristiques du fast track, qui poseront pas des problèmes incommensurables ni au CCP ni à l'ANSM, parce qu'on sait qu'il y a des protocoles de phase 1 un peu complexes. On a de plus en plus de protocoles en première ligne de traitement chez les patients qui n'ont pas reçu de traitement. On a des protocoles qui nécessitent des procédures très 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 complexes, très invasives. On sait que ces protocoles qui peuvent poser question, donc c'est pas faire ces protocoles qu'il faudra aller. À l'inverse, la majorité de ces protocoles sont très simples. Ils s'adressent à des patients qui n'ont plus d'options thérapeutiques, chez qui on teste un nouveau médicament, dans un cadre très 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 sécurisé, très contraignant, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des essais quand même qui sont très contraignants. Et eux, on se met d'accord avec l'industriel sur un certain nombre de critères en amont pour se dire, en fait, a priori, on considère, avec une discussion très ouverte, je pense, avec l'ANSM, que ça ne posera pas de problème pour l'ANSM, ni pour les comités d'éthique, ni pour le centre, parce qu'il faut que les centres soient en capacité de faire ces essais. Et donc là, on se met en ordre de marche, et je pense que c'est un optimisme de combat.
on parie sur l'avenir et on se met en ordre de marche. Allez, on fait le maximum pour être bon et puis après on verra. Est-ce qu'on a été très bon? À chaque fois, peut-être pas. Mais si dans 90%, 85% des cas, on est très très bon, on sera content. Et pour être très bon, il faut mettre en place toute cette logistique. Là, j'ai bien entendu que vous travaillez beaucoup en amont. Moi, je me pose des questions, par exemple, sur l'organisation pratique au sein d'un site. Par exemple, tout ce qui est pharmacie. Il faut que toutes les équipes aussi de pharmacie soient bien prêtes à fournir. Et ça, c'est une question aussi pour vous, pour l'industrie. Tout ça, ça se fait en amont et vous arrivez à bien prévenir tout ça en amont. Exactement. En fait, les choses se faisaient déjà. D'une façon probablement pas, on va dire, synchronisée ou peut-être pas si synchronisée. Probablement parfois pour des raisons, pour des mauvaises raisons, hein, d'une façon un peu séquentielle. Donc on attendait l'accord X pour avoir l'accord Y, pour avoir l'accord Z. Donc là, encore une fois, le pari, c'est que tout le monde accélère. On est sur le même bateau, on est dans le même bateau, on est sur la même ligne de départ. Et donc l'idée, c'est que personne soit la personne qui ralentisse le système. Et donc l'idée, c'est de faire le même travail qui est fait. Ce que j'ai dit à mes équipes, c'est pas du travail en plus, c'est pas du nouveau travail, c'est le même travail que vous faites. Moi, je vous dis ça, c'est la priorité qui est là. Je clarifie la priorité. On se met tous en ordre de marche, c'est le même travail qui est fait. Et au lieu de dire, je vais m'occuper du protocole qui va être activé l'année prochaine, non, je m'occupe du protocole qui doit être activé dans les 15 jours. Et côté industrie ? Cette approche, pour nous, ça acte une volonté commune. Alors oui, il y a des processus et d'optimisation, mais derrière, ce qui est important, c'est qu'on décide ensemble de faire en sorte que ça marche. Et on le fait sur un petit nombre d'essais, et on se dit, sur ces essais-là, on va tous faire un effort pour se tenir tous à cette ambition-là. Parce que c'est les essais les plus importants pour les patients, pour l'innovation, pour les centres. Et de se dire, si on fait tous l'effort, on pense que il y a moyen d'optimiser les choses par rapport à ce qui se fait habituellement. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est dit on va le faire sur un petit nombre d'essais, les plus importants, mais un petit nombre d'essais. Comme ça, on résout les problèmes à petite échelle. Et c'est des essais sur lesquels on peut faire l'effort supplémentaire pour faire en sorte que ça marche. Et puis, on va apprendre au fur et à mesure pour s'améliorer. Vous avez dit, Christophe Massat, c'est pas du travail en plus, c'est un travail qui sera priorisé. Est-ce qu'on peut faire ce type de travail ? Je pose une question de ressources humaines, clairement, à équipe constante, à personnel constant, ou est-ce que ça demanderait éventuellement des personnels supplémentaires ? J'ai cru comprendre que la NSM n'était pas forcément sur cette ligne-là. C'est plutôt sur une ligne à équipe constante. Hein. Vous pourrez peut-être en parler aussi, Laetitia Gombotti. Je pense à équipe constante. C'est le travail qu'on a fait durant les 3 derniers mois à Gustave Roussy. Hein, c'est que souvent les équipes, elles ont un certain nombre de projets. Et donc, comme Gustave Roussy, c'était un gros hôpital, il y a plein de projets. À un moment donné, il faut qu'il y ait un chef qui dise la priorité, elle est là. Et je veux que cette priorité. Et ensuite, c'est une discussion très très ouverte avec l'industriel. On a un certain nombre de partenaires privilégiés avec l'industriel. Donc, on a ces discussions parfois qui peuvent être un peu dures, qui peuvent être un peu difficiles de dire. On est d'accord, cet essai-là ne peut pas être une priorité, parce qu'il y a tel ou tel critère qui ne rentre pas. Par contre, cet essai-là, je pense que c'est une priorité. Et pour faire écho peut-être à des discussions qu'on avait eues, parfois on reprochait au centre d'ouvrir un essai et de ne pas mettre les patients, pas inclure de patients. Et parfois, il n'y avait pas de patients à inclure parce qu'il n'y avait pas de disponibilité pour inclure des patients. Donc ça, c'est des discussions qu'on a d'une façon très franche avec l'industriel. Parce que les équipes n'étaient pas prêtes ? Non, parce que parfois dans le protocole, donc on l'a vu dans la vidéo, il y a une phase du protocole qu'on appelle l'escalade de dose, c'est un peu technique. Hein, et donc en fait, on va tout doucement pour assurer la sécurité des patients. Et donc les patients sont traités, on va dire, quasi un par un, ou très peu de patients par très peu de patients. Et en fait, chaque mois, on se réunit avec l'ensemble des personnes dans le monde entier pour dire, voilà, on a traité tant de patients, on est sûr de ce qu'on fait, donc on augmente la dose du médicament. Et donc ça, c'est clair que là, il y a très peu de disponibilité pour les patients. Par contre, à un moment donné, ce qu'on appelle l'expansion, là, on ouvre le nombre de disponibilités pour l'essai. Donc là, on peut inclure beaucoup plus de patients. Et donc ça, c'est des discussions qu'on peut avoir, je vais vous dire, toutes les semaines. Toutes les semaines, ça dure 5-10 minutes avec l'industriel. On en est où ? Est-ce qu'on y va ? Et on peut dire à chaque fois, on n'y va pas, parce que là, on n'est pas prêt. Alors, soit l'industriel, soit le centre qui dit « je suis désolé, là, je ne vais pas pouvoir tenir mes délais. Par contre, on fait le maximum pour tenir. » Et en gros, c'est pas au premier qui va lâcher, c'est un discours très transparent pour justement être au maximum de notre efficacité et pouvoir activer ces centres dans les 15 jours après les autorisations et avoir le maximum d'informations. Parfois, il y a des petits grains de sable qui bloquent la machine. Il faut enlever les grains de sable. Laetitia Gombotti. Non, alors sur l'aspect, effectivement, ça a été évoqué encore une fois lors de l'annonce jeudi aux rencontres de phase précoce par Pierre-Olivier Farin, qu'actuellement c'est à ressources ISO.
Mais voilà, c'est malheureusement la situation actuelle. Je pense qu'en revanche, la possibilité d'avoir des ressources supplémentaires pourrait avoir un intérêt post-phase pilote. Mais voilà, c'est d'autres discussions qui doivent avoir lieu pour pouvoir avoir des ressources supplémentaires. C'est assez complexe. Je voulais rebondir sur l'aspect de la préparation et de la capacité du centre à inclure. Je pense que c'est aussi des discussions qu'on a eues de manière collective lors des derniers ateliers de GIEN où sont émises des recommandations. Et notamment, il a été aussi évoqué le fait qu'un centre puisse dire non à un essai s'il n'est pas en capacité de le mener correctement. Et ça, je pense que voilà, il y a aussi l'idée des centres qui ne doivent pas se dire j'ai un maximum d'essais ouverts qui vont emboliser du personnel même hors personnel soignant, puisqu'on a évoqué cette contractualisation, cette organisation-là qui intègre d'autres personnels de l'hôpital, mais avoir des essais ouverts qui ouvrent vite et qui incluent vite. Et donc voilà, d'avoir une vision aussi plus efficiente finalement de la mise à disposition de l'innovation, mais qui aboutit avec ces essais qui fonctionnent. Mais sur ces personnels constants, ça veut dire par exemple qu'il y a quand même des personnes dédiées, il y a des référents. Il faut que vous, en lien avec l'industrie, vous sachiez toujours à qui vous vous adressez. Et une personne qui a la connaissance et la légitimité pour ça. Ces personnes, vous allez les prendre dans les équipes, les référents. Donc exactement. Alors, en gros, la plupart de ces clips, ou l'ensemble de ces clips, parce que c'est vraiment la structure de base de la recherche clinique en France, ont ce qu'on appelle des chefs de projet. C'est des personnes qui sont dédiées au fonctionnement de ce clip. Et donc, en fonction des clips, parce que peut-être on peut imaginer que tous les clips n'iront pas faire ces fast track, mais en fonction de la stratégie de ces clips, là, une personne, alors ça peut être le chef de projet clip ou une autre personne, peut être dédiée. Et encore une fois, ces essais auraient été faits. Ils auraient été faits, mais plus lentement. Donc, ce n'est pas un nouveau travail, encore une fois. C'est une façon de faire en gros, de hiérarchiser, de prioriser des essais cliniques. Et souvent, quand les gens, au début, ils ne vous croient pas, quand vous dites on va faire plus vite avec le même nombre de personnes, les gens disent bah non, c'est pas possible. Et quand vous leur montrez que faut un pilote, vous leur montrez qu'ils n'ont pas travaillé plus. On leur a juste dit la priorité, c'est là, c'est faisable. Et eux-mêmes sont surpris que ce n'est pas si compliqué que ça. Ça, ce n'est pas la partie la plus compliquée. Et ensuite, il y a un vrai dialogue, encore une fois, avec l'industriel. Donc, encore une fois, c'est des TC toutes les semaines, c'est ça, ou des appels téléphoniques pour justement se dire est-ce qu'on est d'accord et quels sont les points bloquants, qu'on puisse avoir cette discussion. Et on l'a depuis un certain temps avec un certain nombre de filiales françaises. Donc, on se connaît, les filiales françaises connaissent les centres et on sait très bien que parfois, il y a des protocoles qui vont demander un examen clinique, une procédure particulière qui va être potentiellement bloquante. À ce moment-là, on le travaille, on trouve une solution ou on ne fait pas un fast track. Et de votre côté aussi, il y a des référents, il y a des personnes dédiées parce qu'il faut tomber sur la bonne personne et ne pas avoir à refaire après tout le cheminement. Nous, on a aussi des personnes dédiées et l'efficacité de la recherche clinique, c'est une collaboration, c'est un partenariat et ça ne se construit pas du jour au lendemain. Voilà, les grands industriels, ils ont souvent plusieurs essais, on est présent dans un domaine thérapeutique et notre idée, ce n'est pas de faire un essai et puis de repartir, c'est de construire une collaboration solide, durable, de confiance, dans laquelle il y a de la transparence pour gérer tous nos essais. Et c'est ce partenariat, cette relation de confiance et cette collaboration qui s'améliore, je dirais, essai après essai, qui au final fait la force d'un territoire et d'un pays en matière de recherche clinique. Alors, est-ce que pour un promoteur aujourd'hui qui dépose un projet, on peut dire qu'avec cette annonce d'autorisation au bout de 15 jours, puis d'inclusion 15 jours après l'autorisation du premier patient, ça pourrait voir le jour en fait en un mois? C'est quelque chose qui vous semble possible? C'est ce qu'on va essayer de démontrer, mais nous, c'est encore une fois, c'est un facteur très attractif. Les phases dont il s'agit, les essais dont il s'agit, c'est des essais très importants. Et si on a des centres de qualité internationale comme les clips qui nous disent on va être OK avec vous pour faire ça dans ces temps-là et qu'on démontre que c'est possible, là ça devient magique parce que nous en tant que je dirais représentants de la France au sein de groupes industriels qui sont souvent multinationaux, on peut dire regardez pour ces essais-là qui sont les plus importants, on est capable de vous donner accès à l'excellence de la médecine avec une rapidité la meilleure au monde et ça fait une espèce d'effet d'entraînement
de cercle vertueux où on se dit, OK, on peut compter sur ces centres-là. Et dès qu'il y a des essais de ce type-là qui vont arriver, on va se dire, OK, on va peut-être les flécher et les prioriser vers les équipes françaises. Et là, encore une fois, ça fait un effet vertueux d'entraînement. Et je pense que c'est ça qu'on essaye de construire ensemble. Est-ce qu'on sait déjà sur quel type de cancer, concrètement, pourraient se diriger ces fast-track, les cancers Oui, je pense qu'il n'y a pas d'un cancer particulier, comme disait Claude. Il y a un ensemble de patients en France qui ont des cancers avancés, qui ont besoin de nouveaux thérapeutiques. Un certain nombre de ces médicaments sont développés dans ces phases 1 pour des gens qui ont des cancers avancés, sans type particulier. Et après, bien sûr, tout ce qui est cancer rare ou cancer de très mauvais pronostic, entre guillemets, ou qui sont identifiés par le plan décennal comme des cancers de mauvais pronostic, sont probablement importants, comme le cancer du poumon, le cancer du sein triple négatif, les glioblastomes. Mais il n'y aura pas de restrictif. C'est quand on développe un nouveau médicament, en particulier un first in class, souvent, il y a pas forcément un a priori sur une maladie particulière. Et par contre, on sait qu'un certain nombre de maladies ou de patients qui ont certaines maladies ont besoin d'innovation thérapeutique urgente. Donc, sans être exclusif, on peut imaginer qu'il y aura certains types de cancers pour lesquels ces types de médicaments seront fléchés. Et il y aura une inclusion pour des adolescents. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas. Il se trouvait la porte se fermait, en fait. Alors, il y a toujours une difficulté, même si la France a été très précurseur sur ça, pour essayer de donner le plus rapidement possible accès à ces nouveaux médicaments aux patients qui ont malheureusement moins de 18 ans. Donc, il y a cette barrière un peu administrative, mais que physiologiquement, médicalement, il n'y a pas de différence entre un patient qui a les 15-16 ans et un patient qui a 23 ans. Il n'y a pas de différence. Et donc, de plus en plus, un certain nombre d'industriels abaissent l'âge. Et donc, c'est pour ça que je pense que l'ANSM, qui a été très sensibilisée à ce sujet depuis plusieurs années, et je pense que c'est très très bien, l'a d'emblée mis pour justement montrer que la France veut être innovante, en particulier sur ce secteur, où là, on a vraiment des maladies qu'on peut appeler orphelines, où on a besoin encore plus peut-être de rattraper notre retard. Une question sur... On connaît depuis quelques mois une certaine instabilité politique. Est-ce que ça a eu un impact sur d'éventuels retards qu'on a connus ces derniers mois et un impact sur la position de la France aussi en matière de recherche? Je vais commencer, même si je ne suis peut-être pas le mieux placé, mais je n'ai pas l'impression. Non. Et je me souviens que M. Macron était venu le 4 février à Gustave Roussy, journée du cancer. Il avait annoncé le fast-track. Et en fait, dans les 9 mois, il y a eu le fast-track. Dans la même année, donc. Laetitia Gombotti. Je suis complètement d'accord avec Christophe Massard. Il y a une instabilité politique, mais voilà, nous, le message qu'on entend, c'est de garder le cap. Et je pense que voilà, on a tous gardé le cap pour arriver justement à ce résultat aujourd'hui. Moi, j'ai un avis un tout petit peu différent. Et ben voilà. Autant, je pense, sur le fast-track, ça ne s'est pas vu. Autant, on a vu des dossiers, je pense aux demandes d'exportation des échantillons biologiques qui devaient passer par un processus législatif. Et c'est vrai que ça devait être inclus dans une loi de simplification. Et avec l'instabilité politique qu'on a connue, on était tous d'accord, tout le monde, ça faisait sens. Enfin, il n'y avait pas de problème de discussion de la loi. Mais le processus a pris presque un an et demi de plus que prévu parce que ça a été repoussé. Les conditions n'étaient pas réunies à l'Assemblée nationale, la loi a été repoussée. Et donc, c'est... Et qu'est-ce que ça implique concrètement, l'exemple que vous citiez là, justement d'être retardé, là, concrètement, ça implique quoi? On avait une spécificité en France, c'est qu'on devait recueillir des autorisations pour exporter des échantillons. C'est-à-dire, dans le cadre d'un essai, on prend des échantillons, on fait des prélèvements sanguins, et ces prélèvements sanguins, pour assurer une homogénéité des mesures, il y a 1 ou 2 centres de référence qui font tous les mêmes mesures dans les mêmes conditions pour qu'on ait quelque chose qui soit statistiquement très solide en termes de biologie des patients. Voilà. Pour envoyer ces échantillons dans ces centres-là, la France avait des lois et des demandes d'autorisation un peu, qui étaient supplémentaires par rapport à d'autres pays. Et donc, il fallait attendre d'avoir ces autorisations et ça rallongeait d'à peu près quelques mois le processus par rapport à d'autres pays. Qui passaient devant, forcément. Qui passaient devant et qui recrutaient plus vite et qui, du coup, plus de patients. Et donc, on a identifié ça. Et entre le temps, on a identifié le problème. On s'est dit, on est tous d'accord pour le traiter et le moment où ça a été voté, ça a pris pas mal de temps à cause de cette instabilité politique. Donc ça a quand même parfois des implications sur certains et des sujets, conséquences. moi, je trouve que ça a eu quand même quelques conséquences, oui. Ouais. Claude Coutier, vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, merci. Moi, je voudrais juste redire qu'on parle de tout ça parce qu'on est là pour les patients. On parle de vie, on parle même plutôt d'urgence de vie. Donc, le fast track, c'est une réponse importante, mais c'est un pilote. Je le répète, la seule option, c'est réussir. Mais c'est pas la seule réponse, par rapport aux urgences de vie que l'on voit, hein, au quotidien. Tous les médecins les voient, ces urgences de vie, d'où notre mobilisation pour le droit d'essayer. Et donc, moi, j'invite tout le monde, le 31 janvier à la cérémonie des prix Triplette Rose, où on parlera de ce qu'est le droit d'essayer et de ce que l'on appelle, on appelle à cette mobilisation, on appelle à plus d'audace de tous les acteurs, et y compris de l'industrie pharmaceutique. Donc rendez-vous le 31 janvier. Le rendez-vous est pris, merci beaucoup. Juste un mot justement sur ce droit d'essayer que vous mettez en avant. Comment ça va être défini? Je crois qu'il va y avoir un comité scientifique qui va définir comment pratiquement ça peut se mettre en place. Donc, l'objectif, c'est bien de laisser personne en impasse thérapeutique. On a des situations qui sont tout à fait injustes, hein. Je donne un exemple. On a une patiente qui est en impasse thérapeutique. Il existe un essai clinique. Son oncologue est convaincu que cet essai clinique pourrait avoir du sens pour elle. Mais malheureusement, cette patiente ne remplit pas tous les critères d'inclusion et à pas grand-chose. Franchement, des fois, ça se joue à pas grand-chose. C'est justement parce qu'il y a eu une inégalité d'accès, une inégalité d'information. Pour être dans cet essai clinique, il faut être en première ligne, elle est en deuxième ligne. C'est vraiment pas juste. Donc là, nous, ce qu'on demande, par exemple, hein, un exemple du droit d'essayer, c'est qu'une cohorte compassionnelle soit créée systématiquement lors de la mise en place d'un essai clinique pour offrir cet espoir à toutes les patientes qui sont en frontière en fait des essais cliniques et qui sont dans des difficultés de prise en charge. Ça, c'est un exemple. Il y a un autre axe aussi sur l'amélioration de la législation existante qu'on doit travailler avec les différentes institutions. Mais pour que ce soit juste et pour que ce soit éthique, il y a un socle qui soutient le droit d'essayer et c'est un comité d'experts, hein, accès à l'innovation, à l'instar des RCP, un comité national qui serait saisi pour confirmer qu'il est juste que telle ou telle patiente puisse avoir accès au droit d'essayer. Merci. Avant d'aborder les questions, il nous reste 2-3 minutes. Je crois que Claude, vous avez déjà répondu sur cette urgence. Puis si on reprend la thématique de cette table ronde qui est l'accès rapide aux essais cliniques, une urgence pour les patients, on entend bien vos propos, Claude Coutier. J'aimerais que chacun d'entre vous, d'une phrase très courte, vous définissiez, moi, de ma position, de ma situation aujourd'hui, l'urgence, c'est Christophe Massard. Donc, l'urgence, c'est faire savoir au maximum de personnes ce que l'on fait très bien en France. C'est d'abord la communication. En partie la communication. En partie la communication, mais ça freine effectivement ce qui pourrait faire avancer et faire accélérer les process. Laetitia Gangoti. Moi, je dirais que c'est démarrer cette phase pilote, que ce soit un succès et qu'elle soit élargie. Et pour moi, c'est continuer à réduire le temps entre autorisation et inclusion du premier patient. Parce que c'est important pour les patients. La réduire encore. Ouais, continuer à essayer Par de la exemple, réduire au maximum combien sur tous les autres essais, etc. Vous fixeriez quelle Moi, je période? dirais si on peut faire quelque chose en 2-3 semaines, je pense que c'est des choses qui seraient de nature à positionner la France comme de manière reconnue et être comme très rapide pour inclure les patients. On entend bien votre engagement à tous. On ne peut que souhaiter évidemment une bonne marche et une bonne réussite à ce dispositif Fast Track. On va passer maintenant à une petite session de questions-réponses. Est-ce qu'il y a déjà des questions qui peuvent être soumises? On attend de voir s'il y a des premières questions. Vous évoquiez, Claude Coutier, la possibilité, évidemment, pour tout patient d'avoir accès à ces essais. Comment on fait, en fait, concrètement pour les patients? Je sais que c'est des éléments qui reviennent parfois. Est-ce que les patients ont accès facilement à l'information pour savoir ce qui se passe dans tel domaine, dans tel essai clinique précoce? Comment vous avez accès à ce type d'informations? Alors non, c'est pas forcément simple. Après,
il faut respecter aussi le choix des patients. Il y a des patients qui n'ont pas du tout envie de faire ces recherches, qui n'ont pas envie de devenir des experts de leur maladie et qui s'en remettent complètement à leur oncologue. Donc on voit bien que la position de l'oncologue, sa posture, son envie et son choix et les moyens qu'il aura pour rechercher toutes les options thérapeutiques pour le patient, c'est primordial. Donc on est sur de l'information. Après, pour les patientes qui ont vraiment envie d'aller beaucoup plus loin, nous aujourd'hui, la réponse qu'on apporte, c'est celle qui a été montée en collaboration avec la plateforme, avec Clinéo, avec la start-up Clinéo, et on les invite en fait à s'inscrire sur cette plateforme et à faire elles-mêmes une recherche en rentrant leur histoire médicale. Et l'idée ici, c'est pas qu'elle soit seule et lâchée dans la nature dans cette recherche, bien loin de là. En fait, cette recherche permet d'identifier quelques essais cliniques et c'est une porte d'entrée dans la discussion avec leur oncologue. Elle continue pas toute seule, c'est vraiment un point de départ d'une discussion avec le corps médical. Fabrice Barlesi et Frédéric Lavie nous ont rejoints pour, merci d'avoir assisté à cette table ronde en coulisses, nous ont rejoints pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à poser des questions, il y a quand même un panel d'experts là assez impressionnant. Alors, c'est pour vous, Fabrice Barlesi, la première question. Quelles sont les prochaines innovations qui vont modifier la prise en charge des patients atteints d'un cancer? Pourquoi est-ce important d'avoir des grands centres comme Gustave Roussy? Vaste question. Bon, évidemment, on ne peut pas être exhaustif, mais sur les grandes innovations qui arrivent et qui vont probablement beaucoup modifier les choses, il y a d'abord tout le domaine de la thérapie cellulaire. C'est assez sophistiqué, mais c'est quand même des voies de progrès importantes. Il y a tout ce qui est du domaine des nouvelles classes d'anticorps, les anticorps bispécifiques, trispécifiques, les anticorps chargés, donc qui combinent un anticorps et un médicament, et puis tout ce qui est du domaine des ce qu'on appelle les BiTE, c'est-à-dire les T-cell engagers, c'est-à-dire des molécules qui vont permettre de mettre en communion, on va dire, la cellule cancéreuse et le système immunitaire. Il y a une autre très grande classe thérapeutique qui va probablement beaucoup modifier les choses, qui sont ce qu'on appelle les radioligands thérapeutiques, c'est-à-dire des anticorps sur lesquels on met une petite molécule radioactive. C'est déjà une source de progrès très importante pour les patients vivant avec un cancer de la prostate en échappement à l'hormonothérapie. Il y a énormément de molécules en développement et donc c'est évidemment très important. Et puis il ne faut pas oublier quand même toutes les thérapies ciblées qui sont en développement parce qu'on développe les nouvelles générations. Je dirais que c'est comme tout, la technologie nous permet d'avancer, d'être plus précis, de bloquer mieux les cibles et du coup d'avoir des patients qui vont vivre mieux avec des traitements présentant moins d'effets secondaires. Donc voilà, parmi quelques exemples. Et pourquoi il faut des grands centres? Parce qu'il faut à l'intérieur concentrer l'ensemble des expertises, que ce soit les expertises médicales, que ce soit les expertises dans la gestion des médicaments, que ce soit les expertises dans le domaine de la gestion des toxicités, que ce soit l'imagerie. On le voit avec les RLT, il vous faut des services de médecine nucléaire, il faut des gens qui soient capables de faire des traitements combinés, chirurgie, radiothérapie, traitements médicamenteux. Mais le but, ce n'est pas juste de les administrer, c'est de comprendre pourquoi ça marche pas. Donc il faut adosser ça à des centres de recherche qui soient importants et il n'y a aucune autre solution qui ait démontré sa réussite que de concentrer au même endroit l'ensemble des talents, l'ensemble des expertises et les moyens technologiques pour le faire. Et vous disiez en introduction, le cancer, ça nous concerne tous. Il y a un nombre très important de cancers en France. Les chiffres sont mauvais en France. On a vu les derniers chiffres. Mais vous dites aussi, on guérit davantage. C'est clair. Aujourd'hui, on guérit 2 patients sur 3. L'objectif, c'est d'arriver à guérir 15% de patients supplémentaires d'ici dans les 15 prochaines années, donc 80% de patients guéris en 2040, sur la voie de guérir l'ensemble des patients d'ici la fin de la décennie, d'ici la fin du siècle. L'idée, c'est simplement de dire le cancer est intrinsèque à la vie, il existera toujours. Mais un peu comme les maladies infectieuses qui pouvaient terroriser la génération de nos grands-parents, c'est-à-dire finalement, ce sera bien sûr un diagnostic difficile, ce sera peut-être un parcours de santé qui va profondément bouleverser la vie d'un certain nombre de patients, mais à la fin, l'immense majorité de ces patients vont guérir de leur maladie et vivront de manière extrêmement prolongée pour les autres avec des traitements qui seront continus et de mieux en mieux supportés.
Alors, autre question, comment un patient peut savoir s'il peut participer à un essai clinique? On a entendu un petit peu Claude Coutier tout à l'heure répondre, c'est le travail des associations de rechercher aussi. Est-ce que vous avez des éléments à apporter justement sur cette connaissance de possibilité de participer à un essai clinique? Donc 3 choses, hein. Donc, la discussion avec l'oncologue référent, les associations, et je pense encore une fois le deuxième avis. Et donc si votre oncologue vous dit « je ne veux pas que vous fassiez un deuxième avis », changez d'oncologue. Changer d'oncologue, voilà. Ok, c'est peut-être pas toujours très simple pour un patient de se dire s'il est suivi par quelqu'un, je vais en changer. S'il refuse un second avis, je pense que c'est un problème. D'accord, ok. Là-dessus, quelque chose d'évident. Je vous en prie. Pardon, c'est toujours le médecin. Voilà, ça passe toujours par le médecin. Nous, on est contactés parce que les patients font des recherches, ils voient les innovations, les nouvelles molécules, et ils appellent les industriels qui sont promoteurs de ces essais en disant on voudrait bien participer. Et notre réponse est toujours la même, c'est le médecin traitant qui décide, et nous, on ne décide jamais. Alors, comment impliquer les associations patients dans les essais cliniques? Claude Coutier, peut-être, vous pouvez apporter des éléments de réponse sur une meilleure implication des associations patients dans les essais cliniques? Alors, il y a déjà des choses, hein, pour moi, qui existent. Il y a des associations de patients qui sont consultées, notamment sur le design des essais cliniques, ou qui sont consultées sur les fiches d'information pour s'assurer qu'elles sont réellement lisibles. Mais après, on ne fait pas partie de ces associations-là, donc peut-être que Christophe pourra mieux répondre que moi là-dessus, sur ce qui existe aujourd'hui. Christophe Massard? Bon, je pense aussi aux associations de saisir cette thématique comme vous l'avez fait. Hein. Puis je sais qu'il y a des associations cancer du poumon qui ont ces altérations très particulières, qui sont très 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 actives, qui ont, je crois, créé un congrès donc focalisé sur les essais cliniques. Donc je pense qu'il y a un rôle à jouer. Et n'attendez pas que les médecins viennent vous voir. Je pense que d'emblée, vous pouvez vous-même aujourd'hui, en tant que patient, vous saisir cette thématique comme fait les triplettes, comme fait d'autres associations, et vous-même solliciter soit des industriels, des experts, pour justement qu'on vous donne l'information. Donc n'attendez pas qu'on vous l'apporte. En fait, c'est un droit et vous pouvez demander à ce qu'on vous la donne. Et je pense que de plus en plus, on aura ce type d'approche en France. Alors, autre question, le fast track ne concerne-t-il que la cancérologie? Alors, je vais peut-être répondre pour la Mais première oui, parce partie. que là, on a des cancérologues, Un petit évidemment. conflit d'intérêt. Mais c'est non, je vous spoil, c'est non. C'est non. Non, mais pour cette première partie des autorisations, non. Néanmoins, les essais cliniques en cancérologie sont une part très très importante des essais cliniques. Et La plus importante? Oui, la plus importante. Et pour la deuxième partie, en revanche, voilà, sans spoiler aussi, comme ça se passe dans les clips, là c'est une organisation qui est faite avec dédiée à la l'équipe, cancérologie. donc, dédiée à la cancérologie. Après, ce qu'on peut imaginer, c'est que compte tenu des progrès de la technologie, il est probable que les traitements, alors les mêmes traitements ou d'autres traitements qu'on utilise en cancérologie, mais aussi peut-être des cousins de ces traitements, soient développés en dehors de la cancérologie. Donc je pense que, à parier, je pense que ces fast-track à terme concerneront d'autres maladies, de façon beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va dire les 90% de ces fast-track concernera la cancérologie. Mais probablement, et même pas dans les 10 ans, assez rapidement, d'autres domaines thérapeutiques comme la neurologie, la psychiatrie, les maladies auto-immunes vont bénéficier de le même type d'approche. C'est un process qui peut être vertueux. Exactement. Voilà. Autre question. Alors, est-ce grave si les médicaments ne sont pas développés en France, ils peuvent arriver plus tard après? Pour Frédéric Lavie et Thibaut Victor Michel. Frédéric Lavie? Je vais peut-être commencer. Oui, c'est grave, hein, on l'a expliqué. Je pense que la recherche clinique, c'est un élément de compétitivité de notre pays. Et donc, si la France ne reçoit pas les innovations dans les essais cliniques, eh bien, c'est d'abord les patients en première ligne qui pourraient en bénéficier, qui vont devoir attendre. Mais attendre, quand on a le cancer, c'est souvent synonyme de peine de mort quand même. Donc, il y a un moment donné, on ne peut pas trop attendre. C'est grave aussi pour la qualité des soins et pour la compétence des soignants qui n'auront plus l'occasion d'utiliser ces médicaments innovants.
Et c'est même grave pour les résultats des études, parce que si on fait que les études en Chine ou aux États-Unis, la diversité des patients qui fait la richesse et la robustesse des études cliniques va être altérée. Et donc, du coup, on aura peut-être des résultats un petit peu biaisés. Donc, évidemment, oui, c'est très important de se battre et de continuer à se battre pour rester compétitif dans cette guerre qui est menée entre les régions et les pays. Thibault ? Et ce qu'on voit aussi, c'est que quand les médicaments sont développés en France, ils sont utilisés par des spécialistes dans les centres d'excellence qui commencent à développer leur compréhension du médicament, leur confiance, qui apprennent à s'en servir. Et donc ça accélère la rapidité d'adoption de l'innovation dans ces centres après. Et ces centres, ils ont aussi un rôle absolument clé pour éduquer, partager, accompagner l'ensemble des professionnels de santé à l'innovation. Et donc, si la France participe aux essais, les centres experts ont plus d'expérience plus rapidement et sont plus à même d'accompagner le reste des professionnels de santé. Et donc, on a au bout du bout un phénomène d'adoption de l'innovation et donc d'accès aux soins pour l'ensemble de la population sur tout le territoire qui, de mon expérience, se fait significativement plus rapidement quand il y a des grands centres qui ont été participants aux essais. Alors, une autre question pour le professeur Barlesi. Quels sont les... Non, pardon. Pardon. Là, j'ai du mal à voir la question qui s'affiche. Quels sont les... Excusez-moi, là, un petit problème de... Voilà. Les prochaines... non, alors, ça, on a déjà répondu. Les grands centres. Je pense qu'il y avait une question que j'ai vue passer, mais que je vous pose directement, du coup, Fabrice Barlesi, sur la capacité d'un grand centre comme le vôtre à attirer de nouveaux scientifiques, de nouveaux chercheurs. Vous avez cette capacité aujourd'hui, vous commencez peut-être à faire revenir des personnalités qui étaient parties à l'étranger et dont vous avez peut-être les moyens maintenant de faire revenir et de les faire travailler en France. Depuis 2020, c'est vraiment une stratégie pour nous de faire revenir en France et à Gustave Roussy de grands talents. Lorsqu'on a un seul euro à investir, on investit sur les talents avec l'idée que c'est finalement les talents qui vont faire cette recherche, qui vont faire le tissu dans lequel vont évoluer l'ensemble de nos professionnels. Et vous y parvenez maintenant. Et on y parvient grâce à la Fondation Gustave Roussy et grâce notamment aux mécènes qui nous soutiennent. On a créé 20 chaires spécifiques sur 10 ans pour faire revenir des talents et des grands talents, à la fois dans le domaine des soins, mais également dans le domaine de la recherche. Pourquoi c'est possible ? Encore une fois, parce que sur un seul lieu, vous avez un hôpital qui concentre l'ensemble des ressources nécessaires pour traiter au mieux les malades, incluant notamment les essais cliniques, parce que vous avez un centre de recherche avec une recherche translationnelle de haut niveau, et parce que vous avez une spin-off qui s'appelle Gustave Roussy Transfert, qui a la capacité à transformer les produits de la recherche en nouveaux médicaments, le tout dans un campus qui aujourd'hui accueille le Paris-Saclay Cancer Cluster et qui est vraiment un outil voulu par tous pour arriver à plus facilement, mieux, là aussi plus vite, développer les médicaments pour rester dans une compétition internationale qui devient de plus en plus difficile, à la fois avec nos collègues nord-américains qui ont toujours été présents dans le paysage, mais aujourd'hui avec nos collègues asiatiques. Et on voit aujourd'hui le développement majeur des biotech au niveau chinois. Et on aura aujourd'hui, y compris dans le contexte des fast track, à accueillir sur notre sol le développement de molécules qui représenteront des solutions thérapeutiques pour les patients inévitablement. Et ils reviennent d'où, ceux qui reviennent ? D'un peu partout, d'Asie pour une partie, des États-Unis pour une autre partie, d'Angleterre. C'est, je dirais, un peu l'ensemble des pays du monde. Les chercheurs sont très sensibles aujourd'hui je dirais, à ce qu'ils vont pouvoir trouver, qui est à la fois un environnement, mais aussi, je dirais, une marque et l'ensemble je dirais, des services qu'on peut attendre autour d'un campus pour arriver à développer le plus facilement possible et leurs projets de recherche. Mais c'est souvent des gens qui ont une grande partie de leur carrière aux États-Unis où il y a un lien très très fort entre les activités de recherche, les hôpitaux et les entreprises. Et c'est ce qu'ils cherchent à Gustave Roussy dans le domaine des partenariats qu'on développe, la capacité demain à vraiment impacter la société en créant des nouveaux médicaments. Alors, une question justement sur le pourcentage de patients qui participent à des essais cliniques à Gustave Roussy.
dans les clips? 40% avec du Saroussi. 40%. Je ne dirais pas pour les autres clips, parce que je ne peux pas parler au nom de tous les clips. Mais en vrai, il y a une vraie dynamique pour permettre le maximum de patients d'inclure. C'est clair, c'est un vrai investissement de ces centres. Et c'est pour ça que c'est si vital d'avoir je rebondis sur la question, hein, c'est dramatique pour la France, à la fois pour les patients, pour les médecins, parce que de plus avoir d'essais cliniques, c'est perdre des futurs médecins, des futurs talents qui diront s'il n'y a plus d'essais cliniques, pourquoi je reste en France? Et pour notre recherche. Donc en fait, il y a un vrai lien entre la recherche et le soin. Donc dans la loi, c'est séparé. Dans la réalité, il y a un continuum. Et en cancérologie, on le vit comme ça depuis 20 ans, il y a ce vrai continuum. Et donc en gros, si demain, on n'a plus d'essais cliniques, les chercheurs ne pourront plus travailler sur les thématiques de ces nouveaux médicaments. Parce que les médicaments du futur, ils sont déjà là, comme l'a dit Fabrice en introduction. Et donc ces chercheurs qui veulent travailler sur le futur n'auront plus la capacité de travailler sur cette thématique des médicaments futurs. Alors, une question autour de la place actuelle et future de l'intelligence artificielle en matière de recherche médicale. Il y a mille et un domaines dans lesquels l'IA, évidemment, est utilisée. Est-ce que vous voulez, spécifiquement sur le sujet qui nous rassemble ce soir, dire quelque chose de l'intelligence artificielle et de son usage ? Oui, on peut dire que l'intelligence artificielle, oui, est utilisée aujourd'hui en recherche et développement et de plus en plus, parce qu'elle permet d'identifier au sein des cellules des cibles thérapeutiques futures. Elle permet au sein d'une banque de molécules existantes des repositionnements, c'est-à-dire de l'utilisation de ces molécules dans des maladies rares ou incurables, parce qu'on a vu un signal que l'œil humain seul n'avait pas pu détecter. Ça a été mis en place aussi pendant le Covid, hein, on ne le sait pas trop, mais il y a eu des algorithmes qui prédisaient l'arrivée des vagues, et donc on ouvrait des centres pour la vaccination juste avant que la vague arrive, de manière à aller plus vite dans le développement des essais cliniques. On sait très bien que les vaccins, d'habitude, ça prend beaucoup de temps, et là, grâce à ça, on a réussi à gagner de précieux mois qui étaient synonymes à l'époque quand même de centaines de milliers de morts, hein, donc c'était pas rien. Et puis, évidemment, si on se tourne vers l'avenir, on voit que les possibilités sont infinies, avec toutefois aussi des dangers, parce que les algorithmes peuvent être attaqués, il y a des cyberattaques, on vit dans un monde aujourd'hui un petit peu malveillant sur certains aspects quand on parle d'algorithmes et d'informatique en général, donc il faut bien sûr être très très prudent, savoir se protéger, savoir entraîner les algorithmes sur des données de qualité, mais là encore on a, je pense, grâce au centre d'excellence qui se développe en France et grâce à toute cette richesse créée par la recherche clinique, d'excellentes bases de données qui nous permettent d'entraîner les algorithmes de manière sûre. Et donc peut-être qu'un jour, on parlait à la fin du siècle vivre sans mourir du cancer, peut-être qu'un jour aussi on pourra développer des médicaments juste grâce à l'intelligence artificielle sans de patients dans les essais cliniques. Donc c'est des choses qui sont de l'ordre du possible aujourd'hui. Oui, Thibaut Victor Michel. Côté industriel, je ne peux pas parler au nom de tous les industriels, mais par exemple, moi dans mon laboratoire, on se dit l'intelligence artificielle, c'est un outil. C'est un outil qui doit être au service d'une application concrète. Hein, et les applications sont tellement nombreuses qu'on se dit qu'il faut qu'on priorise. Et la priorité pour nous, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle là où ça a le plus de valeur ajoutée. Et là où ça a le plus de valeur ajoutée, c'est pour la découverte de nouvelles cibles thérapeutiques ou de nouveaux médicaments. Donc nous, quand on regarde nos investissements dans l'intelligence artificielle, ils sont disproportionnés sur les aspects recherche de nouvelles cibles, recherche de nouveaux médicaments. Parce que si on arrive à découvrir des nouvelles molécules, des nouvelles cibles plus vite, avec des développements de médicaments qui se comptent en années, si on arrive à gagner quelques années sur un développement d'une nouvelle thérapie, c'est quelque chose qui va changer la vie de beaucoup de patients. Donc c'est vraiment, nous, on est vraiment très très focalisé sur cibles et nouvelles molécules. Peut-être une dernière question, parce qu'on arrive au terme de ce webinaire. Quelle accessibilité aux essais cliniques pour les patients qui ne sont pas suivis dans les clips ? En province notamment. Alors on dit plus province, on dit région. On dit région. Donc dans chaque Mais région, bêtement, je lisais la question qui arrivait sur mon écran. On dit région, vous avez raison. raison. Région, moi je suis né à Saint-Étienne, en fait il y a un clip à Lyon. Donc dans chaque région, elle est à moins de 200-300 km, il y a un clip. Encore une fois, second avis. Et moi je suis persuadé, si votre oncologue vous dit « je ne veux pas que vous preniez un second avis », c'est pas un bon signe. Ça, je crois qu'on avait bien retenu ce message-là, tout à fait. Mais c'est accessible et encore une fois, communication, peut-être les gens ne sont pas aussi au courant que même peut-être dans leur hôpital ou en face de leur hôpital, il y a un clip. Alors, une toute dernière question. Est-ce que le Fast Track sera appliqué aux essais cliniques phase 1 volontaires sains, indication non-oncologie ?
Alors, Peut-être là, pour moi, vous, Laetitia. Je vous renvoie au communiqué de la NSM qui a bien identifié. Donc, il s'agissait tout d'abord des essais, donc phase 1 ou 1-2 intégrés, mononationaux et avec soit un critère de maladie grave, rare, invalidante sans alternative thérapeutique, soit un critère de first in class, soit un critère d'ajout d'adolescents. Donc voilà, je renvoie aux critères. Voilà, les critères sont ceux-là. Écoutez, merci infiniment pour votre participation. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont suivis. Et je crois qu'on a bien pris conscience de l'engagement que chacun d'entre vous prenait pour la bonne réussite de ce fast track et de sa mise en place. Merci à tous. Merci. Merci. Merci beaucoup.